On va donc entamer tout de suite ces parties de nos travaux aujourd'hui consacrés aux enjeux de ce programme. Et on va commencer avec Benoît Hérault, maître de conférence en sociologie à l'Université Lyon 2, chercheur au centre Max Weber, au CNRS, pour examiner un précédent. Pas très solide cette affaire-là. Pour examiner un précédent, celui de la sectorisation psychiatrique et le passage, justement, on en parlait encore avec les propos d'ouverture de Madame la sénatrice, de l'expérimentation à l'innovation institutionnelle. Benoît Hérault. Ah oui, tout à fait. Il y a, si vous en avez besoin, une traduction simultanée. Vous avez des casques au fond de la salle et des boîtiers donc que vous pouvez récupérer. If you need any translation, you have casque in... je sais pas comment on dit casque. Voilà. Headphones, voilà, bien sûr. J'en ai tellement acheté à mes enfants que j'avais complètement oublié comment ça se disait. Donc you have headphones here. You can catch them. Et cet après-midi, nous en aurons, enfin en tout cas tous ceux qui ne comprennent pas mieux l'anglais que moi, en auront besoin puisque nous aurons 2 interventions européennes qui seront faites en anglais. Benoît Hérault. Merci. Ça marche. Bonjour, je vous remercie d'abord de votre invitation. Je suis très heureux de participer à la dynamique très riche de réflexion et d'action autour de ce programme Chez Soi d'abord. Pour autant, je ne suis pas du tout un spécialiste du programme, donc je vais vous proposer une réflexion un petit peu en pas de côté. D'ailleurs, c'était la commande qui m'a été passée. Et vous proposer finalement une réflexion autour d'un précédent alors qui n'est pas tout à fait comparable, qui est sans doute d'une ampleur un peu plus importante, qui est dans un moment historique assez différent, mais pour autant qui va nous permettre de réfléchir, de tirer quelques enseignements de l'enjeu du passage d'une phase d'expérimentation à une phase de ce qu'on peut appeler institutionnalisation d'une politique publique. Donc ce précédent, bien sûr, vous le connaissez tous, c'est la réforme de la sectorisation psychiatrique, la mise en place du secteur, donc la réforme d'une politique de santé mentale à la fin des années 50, début des années 60, qui va prendre beaucoup de temps dans sa mise en place. Donc je vais vous raconter une séquence de ce moment de réforme qui court, on va dire, sur une vingtaine d'années. Je ne prétends pas du tout en faire une analyse exhaustive ici. Il y a beaucoup de travaux qui ont pu être déjà réalisés, bien sûr, sur ce moment. Et je vais essayer de tirer quelques enseignements, à la fois au regard du fait que la sectorisation psychiatrique a à la fois suscité beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Elle a également provoqué parfois, bien sûr, des déceptions au moment de sa mise en œuvre. Et puis elle s'est, on va dire, en partie routinisée pour devenir, bien sûr, l'un des principes structurants des politiques de santé mentale aujourd'hui. Donc je crois que ces différentes phases, un peu d'espoir, de déception, de routinisation, peuvent nous aider aussi à comprendre la temporalité de la mise en œuvre d'un programme comme celui du Chez Soi d'abord. Donc, pour vous dire, bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette politique de sectorisation psychiatrique. On peut dire que c'est à la fois une promesse de changement symbolique, c'est une doctrine qui s'affirme à ce moment-là, autant qu'une politique publique. Et les acteurs qui s'engagent dans ce mouvement de réforme sont très conscients de cette double dimension du projet de secteur. Je vais vous citer... Mignot, qui était l'un des acteurs de cette réforme à la fin des années 50, au début des années 60, qui définit la politique de secteur en disant que ce n'est pas simplement une forme originale d'organisation sanitaire, elle implique une modification profonde de l'attitude de la société à l'égard des malades. L'esprit du secteur, c'est le refus de la ségrégation, le refus de l'exclusion,
L'objectif, c'est d'aider le malade, alors on est sur un vocabulaire, bien sûr, une catégorisation d'époque, à garder sa place dans la communauté des hommes et lui permettre, dans toute la mesure du possible, d'y restaurer son autonomie. Donc il me semble intéressant de marquer cette dimension symbolique et l'idéal fort présent dans l'idée du secteur, idéal qui va être... qui va se réfléchir immédiatement également en termes de politique d'action publique. Hein. Et donc, je vais vous présenter un petit peu cette double dynamique, à la fois celle qui s'est développée, on va dire, plutôt du côté des acteurs politiques, des ministères, de l'administration, et puis à la fois du côté des acteurs de terrain, à partir d'expérimentations locales qui ont été parallèles à la réflexion des politiques publiques. Donc, je crois que cette double dynamique, encore une fois, qui fait écho, qui fait miroir à ce qui se passe maintenant au niveau du programme Chez Soi. Alors, peut-être d'abord vous rappeler le contexte de la politique de santé mentale à la fin des années 50, au début des années 60. Hein. On est encore dans le moment de l'après-guerre et du choc de ce qui s'est passé dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une transformation très importante dans l'intra-hospitalier qui va être nommée, pour le dire un petit peu vite, psychothérapie institutionnelle, qui propose bien sûr de nombreux changements dans les pratiques. Et puis il y a également le développement, déjà depuis un certain temps, d'un souci de développer des structures extra-hospitalières, hein, qu'on appelle alors beaucoup les dispensaires. Et ça va être en partie, qui est vraiment pensé comme une annexe de l'hôpital, et c'est en partie autour de la place donnée à l'extra-hospitalier, de la place donnée à ces dispensaires et au symbole pris par ces dispensaires que va se jouer la réorganisation de la politique de santé mentale. Alors, dans le contexte de l'époque, il me semble important également de dire qu'on est dans un moment d'action publique très volontariste, où il y a à la fois une politique de planification dans tous les domaines de l'action publique, et à la fois un rôle important donné à des experts. Et concrètement, dans le champ de la santé mentale, ce rôle est pris par une commission de la maladie mentale qui se réunit sur plus d'une vingtaine d'années, où il y a une quarantaine d'experts qui sont des psychiatres et des membres de l'administration, et qui réfléchissent donc aussi bien à la clinique proposée, à la nouvelle clinique proposée, qu'à l'organisation administrative du secteur. Alors, cette conscience d'un double enjeu est profondément portée par les acteurs de cette commission, et où il y a l'idée, dans les premiers rapports qui sont élaborés, qui sont proposés à la discussion dans ces commissions, il y a l'idée de réaliser une expérimentation. On parle alors de secteur d'essai, avec l'idée que la politique ne doit pas venir simplement d'en haut, d'être la réalisation d'un plan, mais doit surgir des besoins du terrain. Il faut faire émerger les normes nouvelles d'action au contact avec le territoire, au contact avec les populations. Et le personnage clé pour faire remonter un petit peu les besoins, c'est le psychiatre qui est pensé à ce moment-là aussi bien comme clinicien que comme psychiatre organisateur. Il y a une formule que je vais vous lire qui définit la place du psychiatre dans l'un des rapports proposés un peu avant les années 60, où il a écrit « engagé dans la pratique de clinicien et dans des solutions d'équipement qu'il doit faire adopter par l'administration ». On est bien sur une double dimension. Le psychiatre travaille envers le public de patients, dans une relation clinique, mais il travaille aussi auprès de l'administration, auprès des acteurs publics, pour faire remonter l'organisation nécessaire à la bonne prise en charge
des soucis de santé mentale. Et puis il y a des références bien sûr déjà à l'époque aux normes internationales. Les réflexions s'inscrivent dans les standards de l'OMS et on peut dire que le souci du secteur de déplacer le centre de gravité des politiques de santé mentale vers l'extra-hospitalier est aussi une préconisation de l'Organisation mondiale de la santé. Et je cite là encore l'esprit de ce déplacement. Toute l'action du psychiatre devra donc tendre à chercher en dehors de l'hôpital la solution de certains problèmes d'assistance jusqu'alors traités à l'intérieur de l'hôpital. Donc il y a vraiment un souci de déplacement dans lequel l'acteur principal, l'acteur nodal, c'est le psychiatre qui fait vraiment médiation entre les besoins du terrain et les besoins de l'administration et qui propose donc une nouvelle organisation du soin où l'idée n'est plus simplement d'intervenir sur la personne du malade par une thérapeutique individuelle, mais l'idée est de pouvoir intervenir sur l'ensemble de l'environnement du malade. On n'est plus dans le souci d'isoler, d'extraire le malade de son environnement, mais au contraire de le réinscrire complètement dans son environnement, dans sa communauté, avec l'idée que ce qui fait thérapeutique, c'est pas simplement l'action du thérapeute, mais c'est bien l'action de l'ensemble de l'environnement, à condition que l'expert thérapeute intervienne et aide cet environnement aussi à devenir thérapeutique. Alors, en termes également on va dire d'opportunités politiques, il me semble important de souligner que si ce qui se joue là se fait autour d'un compromis entre les acteurs donc de la commission des maladies mentales et la sphère politique, le cabinet ministériel et en l'occurrence le ministre de la Santé de l'époque, et le compromis se joue sur le fait qu'on renonce à réformer de manière globale l'organisation psychiatrique, c'est-à-dire qu'on renonce à réformer la loi de 1838, c'est-à-dire qu'on renonce à s'attaquer au statut civil des personnes prises en charge par la psychiatrie, on renonce à s'attaquer à l'organisation administrative des hôpitaux, on renonce à s'attaquer aux questions du statut des professionnels pour pouvoir s'appuyer sur un effet d'impulsion. Très concrètement, la circulaire de 1960 se fait, le coût de cette circulaire, c'est aussi un renoncement, c'est une opportunité politique pour ne pas rentrer dans les difficultés, dans les discussions et les blocages politiques que produirait une politique législative d'ensemble. On décide de passer par une circulaire qui a donc une dimension d'impulsion. Alors très vite, le relais de cette circulaire est pris sur le terrain. Et il est pris de manière assez intéressante. Les deux expérimentations là, sur lesquelles je me suis le plus appuyé, qui sont, disons, en tout cas pour l'une la plus connue, bien sûr, celle du 13e arrondissement, et puis une autre, parmi beaucoup d'autres en France, celle de santé mentale et communauté dans la région lyonnaise. Ces deux expérimentations, de manière intéressante, se font en dehors de l'organisation de santé mentale ordinaire. Ce sont des associations nouvelles, des associations donc privées, qui vont très vite passer des conventions avec l'action publique, mais qui ne relèvent pas directement du service public de santé mentale. Et c'est à l'extérieur, on va dire, des institutions, des établissements ordinaires, dans des lieux nouveaux que va s'expérimenter l'esprit du secteur. L'esprit du secteur, là encore, que je peux résumer autour de trois éléments qui sont structurants aussi bien dans le 13e qu'à santé mentale et communauté, à savoir le souci d'aller donc vers le lieu de vie des patients qui ne soient pas, et donc qui ne sont plus seulement des patients, mais des citoyens comme les autres, aller chez eux, aller à leur domicile, premier axe. Deuxième axe, aller développer au maximum le partenariat avec les différents réseaux de professionnels, mais aussi les familles présents autour de ce lieu de vie. Et puis, troisième axe important, aussi bien dans les deux associations, éviter
limiter au maximum les hospitalisations et notamment les hospitalisations contraintes, à savoir proposer des lieux de crise, des lieux de gestion de crise où il y aurait une présence intensive d'un entourage soignant, mais qui se fasse là encore en dehors de l'hôpital psychiatrique. Donc on peut dire que là encore, en partie, ces trois axes font écho à des dimensions présentes dans le programme. J'aimerais ajouter également, pour mettre en perspective la dynamique de ces associations, elles sont portées par des jeunes psychiatres. Nicolas Hennequès, dans ses travaux sur le secteur, les appelle comme ça, catégorise une génération de jeunes psychiatres qui a envie de proposer des expérimentations et qui, pour reprendre le terme de l'un d'eux, sont portés par une espèce de cocktail idéologique. On pioche dans de nombreuses théories. Pour citer en l'occurrence Hockman, il parle aussi bien de l'anticolonialisme que de la psychanalyse, que des groupes Balint, que pour lui d'un certain catholicisme social. Pour d'autres, ça va être la référence communiste. Bref, les psychiatres réformateurs vont piocher dans un cocktail idéologique, et c'est aussi cette dimension foisonnante idéologique qui permet de donner une impulsion au lieu associatif qu'il développe. Donc, lieu associatif dans lequel, pour mettre en œuvre ces trois axes, donc aller vers partenariat et alternative à l'hospitalisation, il faut bricoler. Je donne quelques exemples. Par exemple, il n'est pas prévu, bien sûr, d'un point de vue administratif, que les infirmiers d'hôpitaux psychiatriques puissent sortir de l'hôpital. Il faut donc prévoir, il faut passer des conventions, on va dire, expérimentales avec des acteurs qui puissent financer des infirmiers, trouver des titres. Alors, on va choisir le titre d'auxiliaire médical qui existe déjà à l'assurance maladie pour pouvoir donner un statut à ces infirmiers qui vont aller au domicile. Dans la même mesure, pour le partenariat, on bricole, on fait rentrer dans le conseil d'administration des associations, à la fois des syndicats, à la fois bien sûr des représentants des élus locaux, à la fois des gérants d'organismes de logements sociaux. Il y a un bricolage institutionnel qui se fait, qui est local. Alors, et qui passe là encore effectivement par, je passe à la phase ultérieure, qui va nécessiter, pour s'institutionnaliser, d'une généralisation sur d'autres secteurs, mais aussi de généralisation des instruments administratifs permettant de développer ces trois axes, qui va se faire, et on va le dire, qui va se faire à minima, c'est-à-dire que l'action publique va s'appuyer sur ces expérimentations pour essayer de les développer, de les généraliser à travers de nouvelles circulaires qui sont un peu moins connues, en 72, en 74, par lesquelles on organise aussi bien le financement de ces nouvelles activités en extra-hospitalier, dans lesquelles on organise aussi le cadre assurantiel de ces interventions. Et on va dire que ces circulaires vont provoquer une certaine déception, puisque finalement le rapport, l'équilibre entre l'intra et l'extra-hospitalier va rester très en faveur de l'intra-hospitalier. Je crois qu'en ce qui concerne le temps infirmier, on est sur un rapport de 1 à 80 au milieu des années 70. Ça va progressivement se réduire entre la présence infirmière en intra-hospitalier et en extra-hospitalier. Le différentiel est un peu moins fort du côté des psychiatres ou du côté de nouvelles professions qui interviennent, comme les psychologues ou comme les assistants sociaux, les travailleurs sociaux, même s'ils ne sont pas complètement nouveaux. Donc il y a une organisation simplement, on va dire, logistique de cet extra-hospitalier qui est relativement... Qui provoque un petit peu de déception et qui explique le fait qu'on va... pas complètement généraliser la politique de l'aller vers. On ne va pas réussir à créer beaucoup de lieux alternatifs à l'hospitalisation. Et puis, en partie, le partenariat qui est prévu, organisé administrativement par les circulaires de 74 autour des conseils de locaux de santé mentale, ce partenariat va mettre beaucoup de temps à se développer. Pauline Renter pourrait beaucoup mieux en parler que moi, mais le premier conseil local apparaît en 82 et je crois qu'il faut attendre les années
2000 et une nouvelle impulsion politique pour qu'il y ait véritablement un renouveau dans cette politique partenariale. Alors cette dimension un petit peu déceptive de l'institutionnalisation, de la généralisation des expériences du secteur, elle va être immédiatement commentée par les acteurs, par les contemporains. Hein, et on va dire qu'il y a trois arguments principaux, il y a trois critiques principales qui sont faites. Une première critique qui est de dire finalement c'est à cause des corporatismes. Hein. C'est à cause des corporatismes, il y a une résistance au changement qui fait qu'on n'arrive pas à changer l'esprit des professionnels, des acteurs de la santé mentale. Et de fait, ça s'appuie sur des faits parfois avérés. Sur l'exemple, par exemple, de Lyon, on sait que, par exemple, il y a eu des réticences très fortes des syndicats d'intervenants, notamment d'infirmiers ou des différents personnels de l'hôpital, mais aussi des psychiatres, des réticences très fortes qui ont vu, par exemple, des accords pour ne pas renouveler des conventions avec des acteurs associatifs externes. L'hôpital s'interdit, l'administration va interdire des nouvelles convention avec des acteurs associatifs externes en disant il faut protéger le service public et on ne veut pas s'appuyer sur des expériences comme celle de santé mentale et communauté. Donc premier argument, les résistances corporatistes. Second argument utilisé par les acteurs de l'époque, bien sûr, l'argument financier, et notamment l'organisation, la dissociation entre d'un côté les financements par le ministère de la Santé de l'hôpital et puis de l'autre le financement par le département de l'ambulatoire. Alors ça va se réformer à partir de 85, mais les critiques sur le financement, sur les insuffisances de financement ne vont pas cesser. Et puis troisième type de critique, l'insuffisance de formation adaptée pour les acteurs. Hein. On ne pense pas qu'intervenir à domicile, intervenir dans la communauté, c'est un métier spécifique. Les infirmiers n'ont pas de formation spécifique autour de ces nouvelles manières d'intervenir. Et donc ce qui crée là encore parfois des formes de réticence pour les professionnels de se risquer à ces nouvelles pratiques professionnelles. Alors l'hypothèse que j'ai un petit peu envie de réfléchir avec vous, c'est de vous dire que c'est de proposer que en plus de ces critiques qui expliquent en partie cette généralisation du secteur, on peut sans doute identifier aussi des explications institutionnelles un peu plus structurantes. J'en vois trois qui sont en gros qui sont regroupées autour d'une même idée, à savoir que en même temps où se fait la réforme de la politique de santé mentale par circulaire, se restructure le champ de l'intervention envers les personnes vulnérables, hein, à partir de politiques publiques ou en tout cas de lois alternatives qui ne concernent qu'indirectement les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie, et que les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale vont un petit peu, ignorer, hein. Le terme est un petit peu fort. Je pense à donc trois types de lois. La première, bien sûr, c'est celle de 68 sur la réforme du statut civil des personnes vulnérables, donc à la fois des organismes de tutelle, mais aussi, disons, il y a une renonciation à réformer la loi de 38 sur le statut civil des personnes hospitalisées. Donc on voit à ce moment-là apparaître l'autonomisation de la question de la protection des biens des personnes très vulnérables, c'est-à-dire que les psychiatres vont très peu s'investir dans cette activité, hein, alors qu'il y a une demande pour qu'elle s'inscrivent dans le secteur, il va y avoir là encore une réticence pour, disons, ça va pas se faire. Hein. Seconde série de lois, il y en a plusieurs, entre 70 et 75, en gros, qui réorganisent le champ sanitaire et social, qui ordinarisent le statut des hôpitaux psychiatriques par rapport aux hôpitaux généraux, et qui donnent des statuts spécifiques à la fois à des établissements de soins de longue durée, hein, les USLD, l'organisation aussi des maisons de retraite, qui ne sont pas encore les EHPAD, et puis qui réorganise aussi le champ du handicap, c'est-à-dire qu'entre 70 et 75, la partition entre le sanitaire et
le social et le médico-social va complètement se recomposer, et des tas d'actions qui potentiellement pouvaient faire partie de l'intervention du secteur psychiatrique, comme l'accompagnement à l'insertion professionnelle, comme l'accompagnement à l'insertion par le logement, comme l'accompagnement vers des lieux d'hébergement pour les personnes plus âgées, va se faire, là encore, en dehors du secteur, dans des champs professionnels, dans des champs institutionnels nouveaux, qui va produire dans une certaine mesure les cloisonnements qu'on connaît. Alors je trouve intéressant de marquer là que à côté de la dynamique de partenariat promue par les acteurs du secteur, précisément il y a des mécanismes de cloisonnement qui se produisent vraiment concomitamment. Et puis troisième élément, je dirais précisément c'est l'absence de réforme, en l'occurrence de l'hospitalisation sous contrainte, sans consentement en psychiatrie, où on voit que finalement cette absence de réforme-là a un coût, c'est-à-dire que, on l'a dit, les alternatives à l'hospitalisation sont peu développées à l'intérieur du secteur, et on va voir progressivement se redévelopper les hospitalisations sous contrainte, et notamment à partir de la réforme de 90, qui s'inscrit assez peu dans la dynamique du secteur. Hein, donc, trois éléments structurels qui viennent aussi expliquer l'expérimentation, la généralisation à minima de l'expérimentation. Alors pour conclure, j'ai envie de vous donner trois éléments un peu synthétiques. Le premier, c'est d'essayer d'avoir en tête, d'une part, ce que j'ai appelé la condition d'effectivité d'une promesse de réforme, d'un espoir de réforme. Et là-dessus, je dirais que cette condition d'effectivité, ça se situe à l'articulation on va dire, à la fois de ce que les sociologues interactionnistes appellent l'action des entrepreneurs de morale, hein, les réformateurs. Comment les réformateurs, les entrepreneurs de morale, arrivent à s'inscrire dans ce que les politistes appellent le sentier institutionnel, le socle institutionnel dans lequel s'inscrivent des expérimentations, dans lequel s'inscrivent des réformes. Hein, je crois que entre l'élan des réformateurs, entre l'élan de ceux qui proposent des nouvelles normes, des nouvelles manières d'intervenir, et l'institution existante, le sentier institutionnel, c'est-à-dire les délimitations produites par l'institution, il y a là une articulation à penser qui se traduit très concrètement en termes de comment on transforme l'existant, comment on transforme les statuts existants, comment on transforme les métiers, les compétences existantes, les protections professionnelles existantes. Disons, il y a tout un certain nombre, il y a une déclinaison de cet enjeu de comment les nouvelles normes s'inscrivent en droit dans les protections déjà existantes des différents acteurs d'une institution. Deuxième élément de réflexion, ce que j'ai appelé le coût d'entrée d'une opportunité politique. Hein. Le coût d'entrée d'une opportunité politique, c'est-à-dire qu'on voit en 60, et je crois qu'aujourd'hui encore, le programme Chez Soi s'inscrit dans un moment d'opportunité, de fenêtre politique. Le coût d'entrée pour les psychiatres du secteur à la fin des années 50, début des années 60, c'est précisément faire le pari de l'impulsion et ignorer on va dire les enjeux institutionnels un petit peu plus conflictuels. Et je repense là, par exemple, au statut civil des personnes, mais également à l'organisation administrative des actions. Donc l'évitement des questions qui fâchent, j'ai envie de dire, est l'un des risques de l'exploitation d'une fenêtre politique. Et je crois qu'à un moment donné, la phase de généralisation implique d'aller se confronter aux questions qui fâchent, et donc aux dimensions plus institutionnelles de l'action. Et puis troisième et dernier élément de conclusion, quel est le mandat social donné à la réforme? Alors on le voit bien pour l'exemple du secteur, c'est très clairement les psychiatres qui ont étendu leur mandat en passant de l'intérieur de l'hôpital à l'extérieur de l'hôpital, et ça reste les acteurs clés qui font la médiation entre le terrain et l'administration. Et en gros, les psychiatres ont négocié auprès de la
de l'administration et de la scène politique un mandat thérapeutique élargi, plus seulement sur la personne, mais sur l'environnement. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que le mandat, quel est le mandat social donné à une nouvelle politique publique autour du rétablissement? Est-ce que par qui ce mandat est porté et par qui il est donné, hein? Cette double question me semble importante. Voilà, je m'arrêterai là pour ne pas avancer sur des réponses dans lesquelles je serai beaucoup plus profane. Je vous remercie.